En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio. Sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous recevons Jean-Pierre Le Goff, historien et sociologue. Il est l'auteur de nombreux essais qui ont marqué leur époque. Mai 68, l'héritage impossible, la fin du village, malaise dans la démocratie. Dans le Figaro de cette semaine, il a donné un entretien remarqué dans lequel il dénonce l'aveuglement d'une partie de la droite et de la gauche sur Poutine. A-t-on refusé de voir la vérité sur le maître du Kremlin? La droite a-t-elle été fascinée par sa force? Poutine est-il l'héritier de Lénine et Staline? Face à lui, la guerre est-elle la seule solution? Tout de suite, les réponses de Jean-Pierre Le Goff en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Jean-Pierre Le Goff, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes historien, sociologue, vous faites partie de ceux qui depuis longtemps essayaient d'alerter sur la menace Poutine. Et je dois le confesser, malgré le grand respect que j'avais pour votre travail, je faisais partie de ceux qui ne prenaient pas cette menace très au sérieux. Je voyais en Poutine un dirigeant autoritaire, peu respectueux des libertés individuelles, mais absolument pas une menace pour les sociétés occidentales. Je n'étais pas tout seul, beaucoup d'observateurs n'ont pas cru à l'invasion en Ukraine. Comment expliquez-vous cette cécité? Je pense qu'il s'agit vraiment d'une cécité, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que personne ne pouvait le prévoir. Effectivement, on peut dire maintenant, c'est facile de pratiquer une lecture rétrospective une fois l'événement fait. Il se trouvait que, personnellement, j'avais regardé un peu de près ce qui se disait dans les médias russes, qu'on pouvait lire. Évidemment, je ne lis pas le russe, mais vous aviez un certain nombre de sites qui traduisaient ce qui était dit, et depuis des années d'ailleurs, ce n'est pas que maintenant. Et donc, je pense que c'est pas un simple problème, on ne pouvait pas prévoir, etc. Je pense qu'il y a une méconnaissance qui est due sur une question, je dirais, presque de refus de voir un certain nombre de réalités extrêmement dérangeantes. Parce que c'est vrai que c'est pas facile à admettre quand il y a du tragique ou il y a de la mort qui arrive. Donc il y a une volonté, il peut y avoir une volonté de se rassurer en disant non, c'est quand même pas possible. Bon. Mais c'est pas simplement que ça, c'est que je pense on n'a pas assez pris en considération la logique spécifique face à qu'on avait en face, si vous voulez. Et cette logique, elle est marquée par un point extrêmement important, parce que le mensonge déconcertant, l'expression n'est pas de moi, elle est d'un dissident entre les années 30, qui était yougoslave, qui était au Parti communiste, qui avait vécu 10 ans en URSS et qui était emprisonné, et qui racontait ce qu'était ce mensonge déconcertant. Pour le dire en 2 mots, c'est un mensonge. On a beaucoup de mal à y faire face, nous, par rapport aux sociétés démocratiques, parce qu'on a tendance à projeter, notamment sur Poutine, des catégories mentales, une forme de pensée qui est la nôtre, alors qu'on a affaire à autre chose. Alors à quoi a-t-on affaire? Quand je parle de mensonge déconcertant, qui est propre au communisme, et pas simplement à la propagande aussi, qu'on peut retrouver d'ailleurs ailleurs, mais ce mensonge, plus c'est gros, on dit, mais c'est pas possible, c'est tellement gros, il doit peut-être y avoir du vrai, malgré tout. C'est pas possible qu'il mente à ce point. Vous voyez, la grande difficulté qu'on a à dire, non, quand même, il doit y avoir quelque chose. Donc, d'une part, il y a ça. Deuxièmement, ça déconcerte. Ça déconcerte, et donc cet aveuglement, il est là. Le deuxième niveau, si vous voulez, pour moi, de cet aveuglement, je pense que Poutine a fait écho un certain nombre de représentations de l'extrême droite concernant l'autorité, on va y revenir, la verticalité. Donc vous avez 2 niveaux, si vous voulez, de lecture, mais j'ai été frappé par le fait que au moment où les troupes, c'est pas simplement, moi, ça fait quand même un moment que ça monte, ce discours. Faut voir ce qui est raconté quand même sur les médias russes, sur la guerre nucléaire, sur le mépris, la haine de l'Occident. C'est extrêmement grossier. Bon, et tout ça, ça fonctionnait depuis longtemps. Donc, la question, on pouvait pas savoir. Mais moi, j'ai entendu la même chose au moment du communisme. Du coup, on pouvait pas savoir. Justement, j'allais vous poser la question. Vous êtes un ancien maoïste repenti. Vous connaissez très bien les mécanismes du totalitarisme communiste. Est-ce que le poutinisme, c'est l'héritier du léninisme et du stalinisme? En partie. Par une chose, faut savoir qu'on emploie par exemple le concept de totalitarisme. Bon, alors c'est un concept qui, à mon avis, aujourd'hui est mis à absolument toutes les sauces.
Le wokisme, c'est du totalitarisme. L'écologisme, je ne parle pas d'écologie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des logiques et des mécanismes, notamment sur l'idée à chaque fois d'une rupture radicale. Mais on est dans l'ordre, si vous voulez, d'un certain nombre de représentations. Mais là, on avait affaire avec le communisme soviétique, mais aussi chinois, à une logique totalitaire. Je pense que l'antitotalitarisme en France, on est passé un peu vite dessus. Et que, il n'y a pas, vous parlez de mon parcours, mais il n'y a pas que moi. Il y a à un moment donné, les communistes et des gens qui ont vécu cette dimension-là de l'intérieur, qui en connaissent les mécanismes et qui en sont sortis. Je pense par exemple à Pierre Dex du Parti communiste ou à d'autres qui ont vécu la chose. D'ailleurs, c'est extrêmement déstabilisant parce que vous vous posez la question, après tout, pourquoi on a fonctionné un peu de la sorte? C'est une question redoutable. Parce que je pense qu'il faudrait que la droite, une partie de la droite, se la pose. On va parler de la droite. Se la pose, et c'est pas simplement une question d'anciens Mao, Trotsky, tout ça, ça me paraît, en plus, il y a 50 ans. Mais je pense que cette logique, quand vous regardez ce qu'est le totalitarisme, c'est-à-dire que il y a quand même, on peut pas dire qu'on savait pas à l'époque. Il y avait des témoignages, mais il y avait un poids tel de l'idéologie marxiste, communiste sur la société qu'on pouvait admettre qu'il y avait des phénomènes un peu bizarres, mais c'était pas l'essentiel. Et donc, on était vraiment dans ce mécanisme de représentation et de croyance idéologique qui est relativement indéracinable. Et quand vous regardez ce qu'est le totalitarisme, c'est à la fois, à l'époque, c'est un parti, un chef, vous voyez, un parti, un chef, une idéologie que Claude Lefort, parce que moi j'ai beaucoup, quand je suis sorti du gauchisme, j'ai retravaillé, je ne suis pas content de dire, bon, on passe à autre chose. C'est-à-dire, comment se fait-il que j'ai pu marcher dans cette logique un peu folle, si vous voulez. Vous voyez, c'est un travail sur soi, mais pas un travail sur soi de type psychologique. C'est un travail sur soi. Il faut travailler, il faut reprendre. Et là, j'ai lu Aron, Hannah Arendt, Lefort, Castoriadis, de façon assez systématique. Et là, qui ont été des gens, et j'y rajouterai aussi Alain Besançon, qui sont des gens qui ont démonté ces mécanismes et qui vous expliquent comment ça fonctionne. Donc, je parlais du parti, d'une idéologie que Claude Lefort appelait de granit, idéologie de granit. Bon, vous avez aussi un point qui est très important, c'est la négation de l'autonomie de la société elle-même. C'est-à-dire le parti, son chef, l'égocrate, comme disait Lefort, le chef, le parti, l'idéologie de granit, l'espèce de tentative d'encadrement total de la société civile par l'État et le parti, donc plus des phénomènes de terreur et de peur constante. Mais est-ce que c'est ça aujourd'hui le régime de Poutine ? Non, c'est pas que ça. Mais ce qu'on s'aperçoit dans le fait de l'effondrement du communisme, le parti a été dissous, mais il restait une chose. C'était le KGB, si vous voulez. Et il y a alors qui commençait à s'en aller aussi. Et finalement, Poutine, il y a des images dessus. C'est un ancien agent du KGB, on le rappelle, qui a été formé dans ce moule. Et il y a des images absolument extraordinaires où, à un moment donné, il est là devant, il revient au FSB, ça s'appelait « Nous sommes de retour ». À ce moment-là, c'est un tonnerre d'applaudissements, si vous voulez. Bon. Et je pense qu'il a de beaux restes dans les mécanismes de pensée. Maintenant, il n'y a pas que ça. Ce qui est très étrange, je n'ai pas assez... Il faudrait regarder et faire un travail d'analyse beaucoup plus précis, mais je pense qu'il y a un mixte extrêmement bizarre, extrêmement étrange, entre des restes j'allais dire, du bolchevisme, tout en critiquant Lénine sur l'Ukraine. Enfin, oui, parce qu'il est aussi très critique de la période communiste. Non, il est... Oh là là, c'est beaucoup plus compliqué. Du léninisme, mais Non, il est critique sur un point, si on pense cette chose précise, que Lénine, par rapport à Staline, a laissé, il pense qu'il a une responsabilité parce qu'il parlait d'une autonomie des républiques socialistes, alors que Staline était carrément pour les incorporer. Donc il donne raison à Staline. Ça, c'est le point précis de son discours avant d'entrer en guerre, mais de manière générale, Poutine a aussi construit son... Alors il a construit ça avec des restes de l'ancien, notamment un des points centraux, c'est la Grande Guerre patriotique, c'est-à-dire une relecture de l'histoire ou notamment par rapport à ce qui s'est passé en 1900, le partage de la Pologne est réécrite en disant mais après tout, tout ça peut être quand même compris, sinon justifié. Et la Grande Guerre patriotique, avec la figure de Staline, qui alors n'est plus communiste, mais représente une forme de patriotisme. Enfin, quand vous regardez ce qui s'est passé concrètement dans l'histoire, c'est une réhabilitation quand même importante, mais j'y rajouterai le deuxième aspect, c'est là l'étrange mélange,
qui est la question du récit de l'Empire russe. C'est ce mélange, pour moi, étrange entre des restes du bolchevique et une réécriture de l'histoire de l'Empire russe, si vous voulez. C'est un mélange de tsarisme et de bolchevisme. De néo-tsarisme et de néo-bolchevisme, on va dire. Merci Jean-Pierre Le Goff d'être avec nous sur Sud Radio. Comment expliquer la fascination de la droite souverainiste et conservatrice pour Vladimir Poutine? Après la pause, les réponses de Jean-Pierre Le Goff en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Jean-Pierre Le Goff en toute vérité. Nous parlons de la guerre en Ukraine et de notre aveuglement. Vous nous expliquiez avant la pause, Jean-Pierre Le Goff, qui avait chez Vladimir Poutine un mélange de tsarisme et de bolchevisme. On va parler de la droite et de la responsabilité de la droite, mais commençons par la gauche. Est-ce que chez Jean-Luc Mélenchon, dans la sympathie qu'il a pu manifester pour Vladimir Poutine, il y a une forme de nostalgie du communisme? Je ne crois pas, sincèrement, je ne crois pas que ça soit la chose la plus importante. Je pense que chez Mélenchon, il y a un arrêt sur image d'une période passée, où il y a deux blocs, il faut absolument la neutralité des deux blocs, et puis ça c'est un premier point, ce que j'appelle des dogmes ossifiés aujourd'hui, parce que le monde est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il y a toujours cette vision du monde qui est ancrée dans les années 70. Le deuxième point chez Mélenchon, qui est à mon avis assez net, c'est la question de la destruction possible de l'humanité qui fait que beaucoup de nos catégories sont hors champ. La liberté, on peut toujours en parler, on peut parler de tout ce que vous voulez, mais quand il y a l'humanité qui est en jeu par la dissuasion nucléaire, eh bien, il faut chercher la paix, la négociation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Poutine, et il n'y a pas que lui, il y a aussi le ministre, a brandi ce qui ne se faisait absolument pas avant, tout le monde savait qu'il y avait une espèce de dissuasion, une possibilité d'employer l'arme atomique avec un essai de déstabilisation et un véritable chantage, mais qu'on avait rarement vu, si vous voulez. Bon, il y a eu peut-être des moments dans l'histoire, mais c'est... Et pourquoi ? Quand vous regardez le discours de Poutine, c'est proprement ahurissant. C'est parce qu'on a maltraité la Russie. Et si jamais il y a le moindre intervention, attendez-vous à voir quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ça, jamais ça avait été... Alors, d'où l'inquiétude. Que veut-il exactement? Qu'est-ce que fait Mélenchon ? D'une certaine façon, de fait, eh bien, face à ce chantage, il dit oui, il faut absolument, n'importe comment, ça sera la destruction totale, donc c'est même pas la peine de discuter. Enfin, faut négocier, moi je suis pas contre, si vous voulez chercher des contacts, etc. Mais on reprend la logique du chantage nucléaire, et il y a un pacifisme qui vient de loin aussi, qui vient de la gauche, si vous voulez. Hein. La guerre, on peut tout à fait le comprendre, est horrible, mais le problème... dans cette catégorie-là, qui est l'agresseur et qui est l'agressé, qui est l'ennemi. Alors ça, quand on met sur le même plan, on dit, il faut, avec l'idée, on peut peut-être, nous, se mettre à côté. C'est-à-dire que la France et l'Europe se mettraient à côté de tout ça. C'est un argument qu'on a connu dans le passé. La France peut vivre en dehors des ordres du monde, en se désintéressant et en essayant de tirer son épingle du jeu entre les guerres, vous voyez, hein. Et donc on se replie. Alors, ce qui est quand même absolument extraordinaire, ça c'est pour Mélenchon, mais vous trouvez la même chose, très similaire du côté de Zemmour, personnage absolument extraordinaire qui par ailleurs se réclame du général de Gaulle. Alors là, quand vous voyez cette mentalité qui consiste à dire, on n'a pas... Et d'ailleurs Mélenchon le dit, ce n'est pas notre guerre. Alors effectivement, soyons très clairs, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, encore moins contre le peuple russe. Mais cette guerre, elle nous concerne indirectement. Elle peut nous concerner plus tard, peut-être plus directement. Et penser qu'on pourrait se mettre à l'écart de tout ça, ou finalement, dans un espèce d'entre-soi, une France étriquée, repliée sur elle-même, et une Europe qui serait complète... Eh bien ça, c'est un repli, excusez-moi, je pense que c'est une mentalité, je ne vais pas faire d'analogie historique, je parle des structures mentales et des structures de raisonnement. C'est une mentalité de type pétainiste, à mon avis. Cette volonté de mettre en dehors de l'histoire, la France, on tire notre épingle du jeu, on va essayer de tirer... ça me paraît, si vous voulez, pas du tout à la hauteur
de ce qui est en train de se passer et ce qui risque de se passer. Puisqu'on est dans les analogies historiques, on a l'impression d'un espèce de retour à la guerre froide. Alors moi, je suis né en 89, j'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre froide, ce qui m'a peut-être fait sous-estimer la menace, mais à l'inverse, est-ce que vous n'êtes pas dans une analogie permanente? On l'a dit, vous êtes repenti du maoïsme. Non, mais j'en ai marre de cette histoire du repenti du maoïsme. Ça, c'est facile, je veux dire. Ça fait plus d'un demi-siècle, on vous ressort ça à chaque fois, comme si vous n'aviez jamais... Non, mais c'est pas possible. Non, mais je vous dis pas que vous l'êtes, mais justement... non, mais à chaque fois, vous me le ramenez dans la figure. Mais la culpabilité... Enfin, bon. Non, mais est-ce que la culpabilité, Jean-Pierre Le Goff, fait pas que vous avez une peur que la psychologie, vous allez me raconter ma psychologie sur la culpabilité. J'ai un certain nombre d'arguments et d'analyses. Moi, je demande d'être discuté là-dessus et qu'on joue pas le soupçon derrière. Je trouve ça absolument... c'est une façon de discuter, si vous voulez, que d'ailleurs vous-même reprochez au gauchisme et au wokisme. C'est comme ça qu'ils procèdent. Ils procèdent exactement de la même façon. C'est-à-dire, on n'argumente pas, on dit, il y a des soupçons derrière. Vous n'avez pas été très clair. Vous avez été en relation avec. Non, mais c'est pas... Bah oui, mais ça... bon, excusez-moi, moi, ça fait 2-3 fois que vous dites dans l'interview. Moi, j'en ai jusque-là. À ce moment-là, on ne discute pas. Non, il n'y a aucun soupçon. Au contraire, je disais que comme vous aviez fait un travail de recul là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas une crainte que l'histoire se répète, puisque vous avez été particulièrement marqué par cette histoire? C'est ça que je dis. Non, je ne crois pas qu'elle va un soupçon de... Mais je ne crois pas qu'elle se répète sous la même forme du tout. C'était ça ma question. C'est pas... Oui, enfin... non, je crois que, si vous voulez, c'est pas la même forme. C'est-à-dire, on a affaire... Chaque période de l'histoire, il y a des événements, et les événements créent des situations complètement nouvelles. Et des configurations qu'on a à chaque fois à penser. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un événement? C'est tout à fait normal. Il reste des catégories et des schémas. Le problème, c'est comprendre le nouveau et l'éclairer par sa filiation. Exactement, mais est-ce que l'analogie est toujours utile pour comprendre ou pas? Est-ce que parfois... l'histoire, quand même. Oui, mais est-ce que ma question était, est-ce qu'elle n'est pas parfois aveuglante sur est-ce qu'il n'y a pas on n'est pas dans un contexte totalement nouveau, en réalité? Ah, je pense que le contexte est nouveau. Regardez la reconfiguration mondiale. C'est pas simplement les deux blocs. Il y a la Chine. Il y a toute une reconfiguration. Exactement. Il y a l'Europe avec ses nations qui essaient de construire quelque chose. On n'est plus dans la logique du deux blocs. C'est pour ça que je pensais que Mélenchon, si vous voulez, quand je dis il est resté bloqué sur un imaginaire d'une autre époque et d'une certaine vision du monde. Là, on est complètement dans une configuration nouvelle avec beaucoup d'inquiétudes sur ce qui peut se passer. Alors évidemment, qu'est-ce que nous apprend l'histoire? L'histoire nous apprend à tirer un certain nombre de leçons, mais elle se répète jamais tout à fait de la même façon. Et par exemple, quand je parlais de Poutine, qui n'est pas simplement la prolongation pure et simple du communisme. Par contre, il y a un certain nombre d'aspects qui existent de ce point de vue. De même que les États-Unis, par exemple, si je prends les États, ne sont pas dans la même situation au moment des années 60 ou 70, avec un impérialisme, si vous voulez, je ne dirais pas qu'il était en pleine forme, mais enfin, je veux dire qu'il dominait là. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas des intérêts américains, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'essaie pas, mais il n'est pas du tout dans la même situation. La dernière chose, regardez sa défaite en Afghanistan. D'ailleurs, à chaque fois qu'il fait une guerre, ça se termine assez mal. Et regardez la situation interne des États-Unis. C'est un pays qui est profondément divisé, Donc, on n'est pas à la même situation. Qu'est-ce qu'on fait? On colle les schémas des blocs. C'était précisément ma question. Alors, on a parlé de Mélenchon, du retour de ce passé-là. Effectivement, on peut comprendre pourquoi une gauche anti-impérialiste puisse manifester une indulgence pour Vladimir Poutine, mais plus surprenant a été effectivement, vous l'avez dit, l'attitude de la droite souverainiste, conservatrice. Elle n'est pas si surprenante que ça. Pour moi, elle n'est pas surprenante. Comment vous l'expliquez ? Parce qu'elle elle-même était dans un système de représentation et de discours qui peut, je dis bien, qui peut faire écho à celui de Poutine. Je dis pas que c'est complètement la même chose, mais par exemple, ce qui est assez clair à mon avis, je parlais tout à l'heure sur la question de Zemmour, de la verticalité. Et Zemmour a fait un certain nombre de déclarations, il le dit très clairement. On aurait besoin d'un Poutine français. Ça, c'était avant sa candidature, bien évidemment. Alors, il a condamné, si vous voulez, l'invasion, hein, mais c'est pour dire aussitôt qu'il faut bien comprendre ce qu'ont fait les États-Unis. C'est-à-dire, c'est une méthode de raisonnement qu'on a connue aussi dans le passé. Vous dites oui,
Mais, et là, à ce moment-là, vous développez si bien que dans le discours, ce qui reste, c'est surtout l'autre aspect, vous voyez. Ça, c'est des méthodes, à mon avis. Et je pense qu'il y a eu une fascination pour Poutine comme un mode de dirigeant et de verticalité, d'autorité que rêvait d'incarner Zemmour. À mon avis, je pense qu'il l'a quasiment dit. Alors, il y a un deuxième homme d'État qui le fascinait, moins peut-être, qui était l'ancien président américain, qui était quand même un peu... Donald Trump. Donald Trump, qui était quand même pas du même registre. Mais par contre, j'ai entendu, moi, l'idée, finalement... Il y a quand même la prise en compte chez Donald Trump des catégories qui sont exclues, ce qui n'est pas totalement faux, mais il faut voir comment il les traite, si vous voulez. Mais c'était surtout ça. Et je pense qu'il y a aussi chez Zemmour ce mode d'identification. Je ne sais pas simplement la force, c'est aussi une vision, une contre-vision des sociétés démocratiques décadentes. Poutine représente l'anti-décadence des sociétés démocratiques européennes décadentes. Et il n'y a pas que lui, il y a eu tout un courant. Exactement, mais est-ce qu'il ne s'est pas trompé finalement s'il a projeté tout ça sur Vladimir Poutine? C'est peut-être parce qu'ils se sont trompés sur la société russe en la comparant à la société européenne, alors qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. C'est pas simplement cette dimension, il y a cette dimension-là. Je pense que c'est pas parce qu'il s'est trompé du point de vue cognitif. La fascination, c'est autre chose alors ça, c'est plus difficile. Parce que vous comprenez, les faits, vous pouvez les mettre à distance, tandis que les représentations, elles vous habitent et vous n'en êtes pas conscient. Alors travaillez sur ça. C'est pour ça que vous ne verrez pas, je ne vois pas comment Zemmour va dire, tout simplement, je me suis complètement planté, c'est mes structures de pensée qui sont en cause. Ça, je ne le vois pas du tout, vous voyez. Et je pense qu'il y a cette fascination, c'est autre chose que la méconnaissance. C'est ça que, dans ce qui s'est passé par rapport à l'invasion en Ukraine, on a beaucoup argué du fait qu'on ne connaissait pas, qu'on ne pouvait pas le savoir. Non, il y a quelque chose d'autre. Et je parlais de l'anti-modèle occidental qu'a pu représenter la Russie poutinienne dans l'imaginaire de l'extrême droite, en s'appuyant toujours sur un certain nombre de faits, parce qu'à chaque fois, l'idéologie intègre des faits qui existent. C'est ça il suffit de dire, mais regardez, ce qu'il dit n'est pas complètement faux. Mais les faits qu'il intègre sont pris dans une logique, dans un type d'explication, où, comme disait, c'est une folie. Il y a une dimension de folie rationnelle, où tout est déduit d'un certain nombre de prémices idéologiques. Mais dans ce discours-là, vous avez quand même des faits de réalité. Quels sont les faits de réalité? Eh bien, c'est que pendant un moment, les sociétés démocratiques ont eu cette dimension, et ça continue d'ailleurs, de ce qu'on appelait le politiquement correct, des formes de mésestime de soi. Et en contrepoint, Poutine apparaissait comme l'homme qui a redonné l'estime de soi au peuple russe. Merci Jean-Pierre Le Goff d'être avec nous sur Sud Radio. Poutine est-il le seul responsable de la guerre? Que faire maintenant après la pause? Les réponses de Jean-Pierre Le Goff en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Jean-Pierre Le Goff, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Poutine est-il le seul responsable de la guerre? On l'a dit tout à l'heure, il y a eu une part de responsabilité des souverainistes, de la gauche anti-impérialiste, des conservateurs, mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi de bonnes raisons, non pas d'approuver Vladimir Poutine, mais de ne pas le diaboliser? Après tout, on discute avec des dictateurs qui pouvaient apparaître bien plus effrayants, à commencer par la Chine, vous l'avez dit tout à l'heure, ou l'Arabie Saoudite. Le fait d'avoir des contacts et de discuter, pour moi, ça pose pas de problème. C'est pas ça qui est en cause. Alors, quand vous dites diaboliser, il faudrait prendre très concrètement ce qu'il raconte. Moi, je veux bien, si vous voulez, mais quand on dit on agite la menace nucléaire parce qu'on a mal parlé de la Russie et que... Ça, c'est aujourd'hui, vous le savez très bien. Mais vous voulez que... je veux dire, il y a des déclarations de Poutine avant qui étaient très claires sur la nouvelle mission de la Russie. Tout ça a été déjà dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire diaboliser? Et même avant l'invasion, est-ce que les Américains diabolisaient quand ils nous envoyaient un certain nombre de renseignements? Je veux dire, qui sont d'ailleurs avérés globalement exacts, pour essayer de désamorcer la propagande. Alors, qu'est-ce qu'il y avait pour essayer de voir? On avait ce qui s'était passé en Irak, qui était vraiment un mensonge d'État. Et on sait comment les Américains procédaient. Donc c'était un truc, c'est pas possible, ils nous racontent des histoires. Simplement, il y avait un certain nombre de moyens de renseignement, si vous voulez. C'est toujours diaboliser, mais je pense que c'est pas dans la catégorie du mal qu'il faut raisonner, c'est essayer de comprendre
les mécanismes de l'idéologie et du récit que Poutine se fait à lui-même de la Russie. Ça, c'est autre chose que dire... Et une fois qu'on a compris ça, oui, effectivement, je pense que ce n'est pas bien. Il y a bien un moment où j'essaie de comprendre et d'analyser les mécanismes avant de juger, mais comprendre n'implique pas qu'il ne faille pas juger à un moment donné. Or, on est coincé en disant c'est le diable. C'est d'ailleurs tout à fait intéressant sur la nouvelle génération, parce que c'était comme Hitler. On ne comprend pas ce qu'a rendu possible Hitler. Parce que Hitler, après tout, on pourrait dire, c'est pas de l'analogie historique, mais on pourrait dire après le traité de Versailles en 18, l'Allemagne a été effectivement, c'est une réalité, humiliée d'une certaine façon. Et que Hitler, à sa façon, a redonné la fierté au peuple. Alors, disant ça, eh bien, les jeunes ont beaucoup de mal, ils disent c'est ouf, ils sont fous. Donc on ramène un problème idéologique, pour moi, qu'il faut démonter, un système de représentation qui n'est pas simplement une forme de superstructure, qui fait que les gens ont un certain type de comportement. Ils sont habités par des représentations, sans forcément en avoir conscience. Ils sont dedans, ils se donnent une place, et Poutine se donne une place dans la nouvelle réécriture de l'histoire russe. Voilà. Et donc ça a des effets très concrètement. C'est pas simplement un machin ça a des effets dans le comportement. Il y avait une position qui pouvait être jugée réaliste, qui était soutenue pas par des extrémistes. Je pense à Jean-Pierre Chevènement, je pense à Hubert Védrine qui disait il faut pas jeter la Russie dans les bras de la Chine. Faisons un accord de sécurité global incluant la Russie, et qui se mettait. Vous avez parlé tout à l'heure du général de Gaulle, dans la filiation du général de Gaulle, dans le sens où il voulait une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Alors c'était peut-être rétrospectivement une vue naïve sur ce qu'était réellement Poutine, mais est-ce que c'était pas des raisons finalement louables, une stratégie louable? Et d'ailleurs, personne ne sait si ça aurait pu éviter la guerre. On peut toujours refaire l'histoire, parce qu'effectivement, il y a eu des moments où, vis-à-vis de la Russie, notamment, Védrine l'a dit, si vous voulez, ces moments-là, je trouve que faut jamais, effectivement, faut tenir compte de l'adversaire, faut voir comment il raisonne. Mais la logique qu'on a en face, je crains qu'elle ne soit pas du tout de l'ordre de la rationalité. Alors, ça a pu exister, chacun dit aujourd'hui que Poutine a évolué, on a affaire à des choses qui sont désarçonnantes tous les jours. On est dans une logique on ne sait pas où elle va s'arrêter. Des menaces tous les jours qui arrivent, n'importe comment, à partir d'une représentation basique qu'il a dit, il n'y a pas deux peuples, il n'y a qu'un seul peuple. L'Ukraine et la Russie ne forment qu'un seul peuple. Il faudrait peut-être quand même demander l'avis aux Ukrainiens en question. Et continuons. Ce n'est pas une opération de guerre, c'est une opération de paix. Non mais... Moi, si vous voulez, maintenir des contacts, essayer d'obtenir un cessez-le-feu, est-ce qu'il est un travail extrêmement délicat quand on sait ce qu'on a en face. Et je ne vais pas donner des leçons à quiconque en disant « mais yaka, faucon, etc. » Je trouve que globalement, même si elle n'est pas merveilleuse, la position de l'Union européenne, et puis des nations de l'Union européenne, mais aussi d'Emmanuel Macron, du président de la République, il marche sur des œufs, on marche sur des œufs, c'est extrêmement délicat, il faut rechercher ça, mais il faut être extrêmement lucide sur la logique qu'on a en face. La logique qu'on a en face, c'est combien de divisions, si vous voulez, c'est gentil, le rapport de force. Et donc, il faut jouer les deux, il faut jouer à la fois les contacts et renforcer le rapport de force. Faut pas, c'en est fini de la naïveté, je crois, j'espère. Donc le problème est assez compliqué. Je n'ai pas de leçons, et de donner des leçons va-t-en-guerre sur des plateaux, etc. ne m'intéresse absolument pas. Mais moi, j'insisterai sur la lucidité que nous avons à avoir vis-à-vis de quelque chose qui nous désarçonne complètement. C'est-à-dire que je ne suis pas loin de penser, comme l'a dit le président de la République, que le pire est devant nous. Le pire est devant nous, surtout s'il y a une résistance ukrainienne, parce que je ne crois pas qu'ils reprennent, on n'en sait rien, mais les méthodes russes qui ont été appliquées dans les guerres, excusez-moi, c'est de la barbarie. C'est de la barbarie. Quand vous voyez les troupes tchétchènes qui sont arrivées en Ukraine pour faire balayer derrière, on sait ce que c'est quand même. C'est quand même c'est des tueurs, enfin. Alors à partir de là, on peut discuter, on peut revenir en arrière, si vous voulez. Bon, en disant, attendez, etc. On peut aussi discuter sur le sexe des anges, où s'arrêtent les frontières, est-ce qu'il n'y a pas un problème. Tout ça est certes intéressant, on peut même faire des colloques. Mais enfin, maintenant, c'est complètement décalé, vous voyez. Et donc, moi, j'insiste et je redis, nous avons affaire à une logique qui nous désarçonne. Nous ne pouvons pas projeter
dans notre propre mode de raisonnement, notre propre rapport au réel sur Poutine et, je dirais, ses partisans qui tournent autour de lui. Ils sont ancrés dans un récit historique nouveau, ils voient la Russie d'une certaine façon, ils se pensent les représentants de la Russie, qui va ressouder un peu les peuples, et qui, à terme, est le modèle contre la décadence de l'Occident, et contre l'Europe. Avant, alors c'est là où on voit que l'idéologie poussée jusqu'à l'extrême finit dans l'impasse. Pourquoi ? Parce que c'est tout l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire l'OTAN, vraiment, la vision, on peut y aller, parce que c'était ça, hein, les médias russes et le discours. C'est un moment historique favorable pour que la Russie redevienne un peu ce qu'elle a été dans le monde. Ils ont sous-estimé totalement le sentiment national ukrainien. Le sentiment national des Ukrainiens, qui n'existe pas, puisque Poutine a décidé que ça n'existait pas politiquement. Il n'y a pas d'État. Cela dit, vous expliquez que, que c'est pas la peine de discuter de ce qu'on a fait avant, on peut vous entendre, mais discutons de ce qu'on fait maintenant, puisque avant, on a quand même... après la chute du mur de Berlin, faire rentrer dans l'OTAN beaucoup de pays d'Europe centrale. Les États-Unis ont fait la politique de la porte ouverte par rapport à l'Ukraine, et aujourd'hui, les États-Unis sont quand même les grands absents de la crise qu'on a aujourd'hui. Que fait Biden ? Il a une des clés de Biden la a réponse, commencé par dire qu'il n'interviendrait pas. C'est quand même un peu absolument invraisemblable. Vous dites, vous pouvez y aller, nous, on ne viendra pas militairement. On se tait dans ce cas-là. Bon. Mais je pense que ce que vous venez de dire sur l'OTAN, je n'adhère pas à cette vision. Je vais vous dire pourquoi. Bien sûr qu'il y ait des intérêts américains, bien sûr, mais ce n'est pas l'essentiel au moment de l'effondrement du communisme. Au moment de l'effondrement, contrairement à ce que dit la propagande poutinienne, ce n'est pas la grande catastrophe, peut-être pour Poutine et peut-être pour l'ancien empire ou les communistes, la grande catastrophe du XXe siècle, pour les peuples qui se sont libérés du joug communiste, c'est une grande victoire, une grande libération. Il faut toujours partir de cette base-là. Vous ne pouvez pas inverser les choses. À partir de là, vous pouvez voir quelles sont les logiques américaines et autres qui peuvent s'y greffer. Personne ne nie que pour la personne Pologne, ne nie, mais on commence pour la Pologne, tous ces pays-là étaient heureux effectivement d'être libérés du communisme. Il n'empêche que l'Occident aurait pu faire preuve d'une certaine retenue à ce moment-là vis-à-vis de la Russie. Est-ce qu'il fallait faire adhérer tout le monde ? Aujourd'hui, c'est fait. Ne refaisons pas l'histoire, mais encore une fois, les États-Unis jusqu'à aujourd'hui laissent la porte ouverte à une éventuelle entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui paraît. Mais c'était pas joué. Est-ce qu'il faut que les États-Unis se mettent à la table des négociations aujourd'hui ? Parce que vous l'avez dit vous-même, Poutine est un criminel. La guerre va être totale. Comment on fait pour en sortir ? J'espère qu'elle n'est pas totale. Et si Poutine est un criminel, ce n'est pas simplement une question de psychologie, c'est une question d'idéologie. Mais sur les États-Unis, bien évidemment qu'il y a des intérêts. Mais moi, j'ai entendu, par exemple, sur certaines radios, c'était très simple à comprendre, la guerre. C'est une histoire de gaz. Je l'ai entendu, ça, sur certains plateaux, n'est-ce pas ? Et c'était une question de gaz parce que les intérêts américains voulaient prendre la place du gaz ukrainien. Ah, tiens, une idée intéressante. Voilà une théorie intéressante. Mais pour moi, elle est complètement dans les schémas préconçus, avec un anti-américanisme que je peux comprendre dans la critique de la politique américaine, mais pas en soi, si vous voulez, voyez. Et je pense que, en ce qui concerne l'Ukraine, on l'avait mis en stand-by. Il y avait pas l'Ukraine n'allait pas immédiatement rentrer dans l'OTAN. Justement, on disait attention. Par contre, il fallait respecter la volonté qu'elle avait de rester une nation différente. C'était pas joué. Maintenant, le résultat il est là. Renforcement de l'OTAN, quand même. Unité de l'Europe, là où disait Poutine, il n'y a pas de numéro de téléphone avec un souverain mépris. Là, il y a quand même. On va en parler. À l'intérieur des nations, avec des nations, mais il y a aussi des positions communes. Bon, il s'est planté. J'allais dire sur toute la ligne, mais qui pouvait le prévoir ? Là, ça renvoie, ça c'est un aspect positif, si vous voulez, de l'histoire. Là où on peut voir une forme de décadence qui n'en finit pas, etc. Quand il y a des épreuves, et notamment en France, notamment dans les grands moments de l'histoire, quand il y a des épreuves, les peuples se ressoudent. Surtout quand il y a un ennemi, je parle de l'Ukraine évidemment, commun, et l'Europe qui était
quand même, qui était centré sur quoi? Sur les normes absolument invraisemblables, sur le libéralisme économique, sur la question des mœurs, etc. Tout d'un coup, il y a une voix qui se fait entendre. On va voir, j'espère que c'est pas qu'une parenthèse. Et ça va pas non plus forcément, j'espère, déboucher sur le fédéralisme. Parce qu'on peut aussi, au passage... Ce sera une vraie question, c'est celle qu'on va se poser dans la dernière partie de l'émission. Jean-Pierre Le Goff, merci d'être avec nous sur Sud Radio. De la tragédie de la guerre en Ukraine, peut-il naître une Europe plus forte? Après la pause, vos réponses en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Jean-Pierre Le Goff. En toute vérité, nous continuons à parler de la guerre en Ukraine. Quelle réponse apporter pour sortir du conflit? L'Europe a commencé à apporter une réponse, Jean-Pierre Le Goff, qui est celle de la fermeté. La plupart des pays européens, y compris l'Allemagne, ont revu leur budget militaire à la hausse. Est-ce une bonne nouvelle? Oui, je pense que c'est c'est ce qu'il y a de plus d'imprévu pour moi, beaucoup plus que l'intervention russe, qui était plus que probable quand vous regardiez les préparatifs depuis des années, les nouveaux discours. Là, c'est vraiment un événement historique. Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est qu'une parenthèse? Ça, c'est un autre problème. Oui, moi, je pense d'ailleurs que c'est une bonne chose. Je ne suis pas un fédéraliste européen, soyons très clairs. Je pense que par contre, dans ce cas-là, face quand même à une situation inédite, c'est là où on voit apparaître des choses auxquelles on ne s'attendait pas. La vision poutinienne était une vision de l'Europe totalement décadente. D'ailleurs, ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas, ils ne feront rien, on peut y aller, c'est le moment, etc. Eh bien, l'histoire a de ces rebondissements absolument étonnants. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Alors, qui dément toutes les prévisions. Et je pense que la réponse si vous voulez, dans la défense de la liberté. Alors, on va vous dire, ouais, mais les droits de l'homme, c'est abstrait. Mais enfin, la liberté, elle est très concrète en Ukraine. Là, cette valeur première qu'est la liberté, moi, je veux dire, oui, je me sens fier d'être français et européen dans la dimension de la mise en avant de la valeur de la liberté. Et je pourrais citer d'ailleurs deux mots d'ordre. Les années 70, les Verts en Allemagne. On a oublié, plutôt rouge que mort, qui est absolument la logique de la servitude. Mais regardez ce que dit Mélenchon. Plutôt vivant que la déflagration nucléaire, on sait, c'est quand même un élément. Ce slogan plutôt rouge que mort des Verts qui ont, semble-t-il, c'est étonnant aussi, semble-t-il évolué. Là, quand même, la social-démocratie allemande et les Verts ont évolué. Mélenchon, lui, reste un peu coincé, si vous voulez, quand même. C'est rien. Et ce slogan, il y en a un autre qu'on a oublié. Vivre libre ou mourir, qui était le slogan de la Révolution française. Et aujourd'hui, qui le concrétise? Ce sont les Ukrainiens. Et là, on voit bien l'opposition entre un certain type de pacifisme et un certain type de vivre ou mourir. Je ne suis pas pour la guerre, mais on voit très bien qu'à partir du moment où on retourne sur les valeurs fondamentales, on arrête... ou la politique, mais pas simplement la politique, aussi une forme, moi je m'excuse, de combat un peu civilisationnel pour la liberté, par la dimension de la liberté des démocraties. Et contrairement à ce que dit Zemmour, je ne pense pas que la démocratie c'est un simple régime, n'est-ce pas? Parce que si c'est un simple régime, il peut historiquement, peut-être, j'en sais rien, mais je sais à quoi je tiens, et ce n'est pas qu'un simple régime, c'est un type de société qui évidemment présente des aspects faibles, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de point de vue de certitude, parce que l'idéologie, il y en a, mais c'est pas l'idéologie de granit, parce qu'il y a un pluralisme qu'on peut, j'allais dire, s'engueuler entre nous, mais quand même, on tient un certain nombre de valeurs de base, et la liberté est la première. Mais il y a différentes, j'allais dire, conceptions de la démocratie. Il y a une conception classique qui est une démocratie libérale, avec d'un côté la souveraineté du peuple et d'un côté un certain nombre de contre-pouvoirs, ce qui est tout à fait logique. Et on a eu l'impression que ces dernières années, l'Union européenne tentait de promouvoir une nouvelle forme de démocratie qui dépasserait la nation, fondée sur le marché, sur les normes, le droit, la technocratie. Est-ce que là, pour le coup, on n'a pas envoyé un terrible signal de faiblesse à Vladimir Poutine et à d'autres d'ailleurs? Mais c'est pas que l'on a envoyé un régime de faiblesse, c'était que, oui, on lui a envoyé un régime de faiblesse, mais on était incapable de poser les problèmes. C'est nous-mêmes qui sommes en cause. Et c'est cette espèce, alors là, pour les racines de ça remonte à loin. Ce pacifisme et cet angélisme, mais le signe de faiblesse au départ, regardez comme on a été surpris par les premiers attentats islamistes.
On était totalement décontenancés. Et à l'époque, on chantait du John Lennon, hein, partout en Europe. Hein. Un monde pacifié, réconcilié, je pense et j'espère que c'est fini. On ne peut plus raisonner comme ça. Et bon, ils n'auront pas notre haine, il faut bien les comprendre. Regardez l'argument vis-à-vis de ça, il faut bien les comprendre. Il y a des conditions quand même. Vous ne pouvez quand même pas accuser l'islamisme, j'entendais ça. Il y a quand même des conditions qui ont rendu possible. Il faut voir comment on les a traités avant. Hein. Je ne veux pas faire d'analogie, mais pour moi, c'est le même type de raisonnement. Alors évidemment, il y a des conditions, et il faut s'y attaquer, qui ont rendu possible l'islamisme. Ça, j'en suis tout à fait d'accord, et arrêter ce qui s'est fait dans le passé vis-à-vis de ça. Mais il n'empêche que ils sont là et on a des ennemis. Et ça, il faut le regarder en face. On a eu des ennemis, je parle de l'islamisme. Hein. On a eu des ennemis on a eu beaucoup de mal à regarder cette réalité. Il a fallu un certain décantement. Je pense que sur la Russie, ce qui s'est passé du même... Pas tout à fait du même ordre, mais assez semblable du point de vue du rapport qu'on a eu. Le décantement est lent quand même sur l'islamisme. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait pris conscience. Parce que ça reste encore. Mais regardez l'évolution. Regardez l'évolution entre les premiers attentats et aujourd'hui. Vous ne pouvez pas dire qu'on soit... J'espère que ça se développe, si vous voulez. Il y a la deuxième épreuve qu'ont rencontré les peuples, qui est autre chose et qui n'a pas grand-chose à voir, qui est la question de la pandémie. Là, on se retrouve face au tragique, l'histoire n'est plus tragique, il y a la consommation, il y a les marchés, il y a les droits de l'homme, tout ça. Paf, on reçoit ça dans la figure. Et l'invasion de l'Ukraine, c'est véritablement un coup de massue. Et alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On est sidéré, on dit, bon, alors cherchons, arrêtons, ou on essaie de l'affronter en sachant que c'est extrêmement difficile, extrêmement délicat, en essayant de nouer des contacts avec la recherche quand même d'un cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu, c'est une chose. La guerre je pense qu'elle sera beaucoup plus longue quand vous pensez que quand même les Ukrainiens ont résisté jusqu'en 1956 contre le communisme, avec des maquis, parce que c'est un pays quand même, pour occuper un pays comme ça, même si Poutine a décrété que... Il n'y a pas d'État, c'est un même peuple, etc. C'est des troupes d'occupation. Hein, c'est des troupes d'occupation. Donc, ça sera, à mon avis, très difficile pour Poutine d'arriver au bout. Je pense qu'il mène même son pays et la Russie à sa perte. À sa perte. Et ça, c'est aussi dramatique. On voit effectivement la réaction des Ukrainiens montre la puissance des idéaux nationaux. Et j'étais aussi un des premiers à écrire que peut-être que l'Europe allait revenir dans l'histoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque qu'on soit... encore une fois, dans une espèce de surenchère guerrière, mais qui soit purement communicationnelle, et qu'on aille vers une espèce d'Europe fédérale molle en réalité. Ah, mais c'est un risque tout à fait réel. C'est pour ça que je dis, mais là, ça va se jouer aussi dans des rapports politiques, dans la position des différents pays, et des peuples aussi. Et d'ailleurs, je pense que tôt ou tard, avec ce qui se passe, peut-être quand tout sera fini, il y a un moment, il faut revenir vers les peuples, du point de vue de la construction européenne. Parce que sinon, on ne peut plus non plus continuer à faire construire la Russie en dehors des peuples. C'est quand même large. Après le non, il y a eu on a passé outre. C'est fini aussi. Pour moi, c'est fini. Mais il y a une logique qui va effectivement dans ce sens-là. Mais il n'empêche que je pense que chez les citoyens, il y a un sentiment qui n'est pas de l'ordre du fédéralisme, qui est un sentiment d'appartenance commune quand même à un type de société, à un type de civilisation avec toutes les faiblesses que cette civilisation comporte, que la démocratie comporte, auquel malgré tout on est attaché. À partir de là, on peut la critiquer, on peut la dire qu'elle est faible, mais on y est attaché. Et ça, pour moi, c'est un sentiment d'appartenance, ce sentiment d'appartenance se développant toujours dans les épreuves, face à des guerres, face à des choses comme ça. Et là, on voit un sursaut des peuples qu'on croyait éteints. Et c'est l'erreur de l'extrême droite, et notamment de Zemmour, sur la vision qu'il avait de la démocratie qui semblait totalement terminée, enfin, qui était vraiment une vision complète de la décadence. Je dis pas du tout, et je l'ai écrit moi-même, où j'étais très critique sur les aspects
presque de décadence, de mésestime de soi. Il faut continuer à critiquer ça. Mais ne voir que ça, sans voir les ressources qui existent au sein même des sociétés, je crois que c'est une erreur. Je ne suis pas l'avocat d'Éric Zemmour ici, mais je crois qu'il ne mésestimait pas les ressources du peuple. Il a beaucoup plus de doutes sur les ressources et la volonté des élites. Ouais, et là, je suis d'accord avec vous, il semble avoir une réaction, mais on va voir si on va vers des États forts pour une Europe forte ou si on est dans un marche en avant fédéraliste. L'avenir nous le dira. Ouais. Je voudrais juste terminer, il nous reste 1 minute sur l'élection française. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Malaise dans la démocratie » il y a quelques années. Le quinquennat d'Emmanuel Macron a été quand même marqué par la crise des Gilets jaunes, puis la crise sanitaire qui a suscité des interrogations sur le plan des libertés individuelles, même si c'était peut-être nécessaire. Est-ce que ça n'a pas été vraiment pour le coup le quinquennat du malaise dans la démocratie, et comment vous voyez cette élection? Oui, ça a prolongé quelque chose qui était, pour le coup, le malaise revenait d'avant, puisqu'il faudrait reprendre, y compris même, à mon avis, au moment de Sarkozy. Ça a commencé, vous avez après, c'était... Donc, il a continué la chose. Je pense que c'est quelqu'un qui est... Alors là, c'est un peu surprenant, qui a découvert l'épreuve... les épreuves en occupant la plus haute fonction présidentielle, si vous voulez. C'est quand même un élément nouveau. Et un des problèmes qui se posent pour les élections, ça c'est quand même à mon avis assez grave, c'est qu'on risque d'être coupé d'un débat vraiment calme et serein sur qui nécessiterait du temps. On ne va pas le bâcler, et la guerre risque de nous bâcler là. Dernier point, la question des libertés, qui à mon avis est fondamentale. Là, il y a un risque aussi des libertés. La façon de gouverner, si vous voulez, qui a eu lieu à propos de la pandémie et qui va se continuer, ça, c'est quand même un problème par rapport à la question du Parlement. Toutes ces questions-là, pour moi, demeurent des exigences. Vous voyez, qu'il y ait la guerre ou pas. Sinon, on va nous faire avaler des couleuvres. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse avaler des couleuvres avec cette dimension-là. Merci Jean-Pierre Le Goff. Ce sera peut-être l'objet d'un prochain débat. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.